Dans la mythologie grecque, la légendaire guerre de Troie commence par un épisode qu'on appelle le jugement de Paris. Un jour, lors du mariage entre les dieux Pélée et Thétis, tous les dieux de l'Olympe sont invités, sauf Eris, la déesse de la discorde. Furieuse, elle invente un stratagème pour créer une dispute entre les dieux durant la fête. Elle crée une pomme dorée avec la mention « à la plus belle » qu'elle jette entre les invités. Trois déesses revendiquent le fruit. Héra, la reine des dieux et déesse du mariage, Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, et Aphrodite, la déesse de l'amour. Pour régler le conflit, les dieux vont demander à une personne neutre de trancher. Ils vont choisir Paris, un prince troyen, à qui chaque déesse impliquée va lui faire de grandes promesses. Héra lui promet un pouvoir incommensurable sur les hommes, Athéna lui promet la victoire dans toutes les batailles, et Aphrodite, quant à elle, lui promet l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène. Paris choisit cette dernière option. Ce choix aura pourtant des conséquences terribles, puisqu'en enlevant Hélène à son mari Ménélas de Sparte, il déclenchera un conflit entre Troie et les Grecs. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Parce que le début de ce récit épique de l'Antiquité est parfaitement représentatif d'une facette de l'esprit humain. Même lorsqu'on lui propose le pouvoir ou la victoire, l'homme choisira toujours la femme. Ou plus précisément, l'humain choisira toujours entre l'amour et les plaisirs charnels, des plaisirs immédiats et instinctifs. Et ce, même si ce choix peut avoir des conséquences catastrophiques. Même si la guerre de Troie décrite dans l'Iliade est en grande partie qu'une légende, on peut quand même penser à tous les morts qu'il y a eu dans cette histoire. Pendant 10 ans, il y a eu des batailles, des massacres, des sièges, des pillages. Tant de gens ont été passés au fil de l'épée, tout ça pour la soif de sexe d'un seul homme. Parce que oui, soyons honnêtes, si Paris a fait ce choix irréfléchi, c'est qu'il voulait plus que l'amour avec Hélène, on va pas se mentir. Mais bon, après toute cette histoire, j'espère qu'au moins la pomme était bonne. Je pense qu'on vit à une époque où l'accès à du sexe facile et gratuit, en tout cas l'impression d'en avoir, n'a jamais été aussi facile. Aujourd'hui, le porno est partout. Son influence a été banalisée et il détruit en silence des milliers de vies partout à travers le monde. Sa diffusion s'accélère d'année en année. Il est d'abord passé des magazines de papy aux sites internet pour adultes, avant d'inonder les réseaux sociaux grâce à OnlyFans ou d'autres applis dans le genre. Les références au porno ont envahi notre vie. Je suis sûr que si je vous montre deux couleurs, ou si je vous joue les premières notes du plus célèbre site de cul, votre cerveau de singe aura immédiatement réagi. Même dans d'autres contextes, l'appel à l'instinct primaire est utilisé partout. Il n'y a qu'à voir la publicité. Aujourd'hui, quel que soit le produit vendu, il y a de grandes chances pour qu'il y ait une image à connotation sexuelle plus ou moins subtile. Pour beaucoup de gens, le porno c'est devenu une part inséparable de leur quotidien. Un plaisir éphémère qui a pourtant des conséquences bien durables. Ce qui était au départ juste de la curiosité est devenu une obsession. Même si on commence à en parler de plus en plus, les effets dévastateurs du porno sur la santé physique, et surtout sur la santé mentale, ils sont encore mal connus. Elle n'est d'ailleurs toujours pas reconnue officiellement comme une addiction, tant ce sujet peut être vu à la légère. À notre génération à moi, à l'heure de la soi-disant révolution sexuelle ou libération sexuelle, on nous a matraqué que le porno était quelque chose de normal et que tout le monde en regardait, et qu'il n'y avait donc aucune honte à faire ça. Après tout, si tout le monde le fait, c'est que c'est pas si grave, non? Non. Il y a pourtant un aspect beaucoup plus sombre derrière un produit consommé en masse à notre époque. Aujourd'hui, 10% des 14-24 ans regardent du porno une à plusieurs fois par jour. Ça concerne surtout les hommes, mais aussi les femmes. Parmi les adolescents de 13 à 17 ans, 54% d'entre eux ont été exposés au porno pour la première fois avant l'âge de 13 ans. Et l'âge moyen de la première exposition au porno est en chute libre ces dernières années. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'en ce moment, c'est même autour de 8 ans. 8 ans, hein, imaginez un peu. Et avec les enfants en bas âge exposés aux écrans et avec un accès à internet sans limite, ce chiffre va baisser encore plus. D'autres stats montrent que 30 à 85% des femmes ont déjà consommé du porno, et pour les hommes, c'est 55 à 99%. Vous voulez une autre stat? Très bien. Pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, rien qu'aux États-Unis, au moment où vous regardez cette vidéo, plus de 30 000 personnes sont en train de s'astiquer le poireau devant un site de boule. Je vous laisse imaginer ce que c'est si vous comptez le monde entier. Normalement, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez conscience que le porno est quelque chose de mauvais et de destructeur. Mais peut-être que certains d'entre vous vont avoir ce genre de réaction. Oui, mais ça va, c'est pas si grave. C'est juste un truc que je fais dans mon coin, j'arrête quand je veux. Et au pire, je fais ce que je veux. Je suis pas un no-fapper. Il faut bien se faire plaisir un peu dans la vie. On est humain, on a des besoins. Au pire, laisse-moi m'amuser. Alors vraiment, je vous préviens tout de suite, cette vidéo, elle est pas là pour inciter à un usage raisonné ou mesuré du porno. Mais vraiment pour aider les personnes accros à quitter entièrement
cette chose qui leur empoisonne la vie. L'addiction au porno, c'est pas moins dangereux que n'importe quelle autre addiction. Et je vais pas aller dire à un alcoolique qu'il a le droit de boire une bouteille de temps en temps, ou bien un accro au jeu d'argent qui peut aller au casino tant que ça reste occasionnel. Non. Ici, on va abandonner complètement le porno. Je vais vous donner une liste de bonnes raisons d'arrêter, et croyez-moi, la liste est longue. Mais avant de vous parler de cette liste de problèmes, je veux juste préciser que cette vidéo s'adresse à tout le monde, parce que c'est un problème qui touche tout le monde. Quel que soit votre sexe, votre genre, votre orientation sexuelle, c'est un problème qui touche tout le monde, hein, je précise, juste parce que comme c'est un sujet qui est surtout parlé entre hommes, chez les femmes j'ai l'impression que c'est encore tabou, je risque de parler par inadvertance comme si je parlais que à des hommes, mais c'est pas mon objectif. Comme dit, ça concerne tout le monde. Je précise aussi que des fois je risque de parler de façon un peu vulgaire, mais c'est uniquement pour souligner un caractère malsain ou cynique. Mais c'est quoi du coup les raisons d'arrêter le porno? Pourquoi est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'on pourrait pas simplement en limiter l'usage? Est-ce que je suis pas un peu en train d'exagérer? Est-ce que c'est pas encore une énième vidéo de développement personnel vide de sens? Non, évidemment. Si je vous prenais pas au sérieux, ou si je voulais me foutre de votre gueule, j'aurais choisi de faire une vidéo putaclic comme on en voit par milliers, avec ces miniatures à la con et ces titres qui se répètent. Bon, de toute façon, avec un sujet comme ça, c'est quasiment certain que je vais me faire démonétiser, même si en même temps, YouTube met de plus en plus des pubs d'IA porno en avant. Je sais pas pourquoi. Bon, comme dit, l'addiction au porno, c'est quelque chose de sérieux, et que j'ai personnellement subi, et dont je m'en suis sorti que récemment. Voici donc la liste de tous les problèmes du porno, et les raisons pour lesquelles il est temps d'en finir. Je vous laisse la liste complète pendant quelques secondes, si jamais vous voulez faire une capture d'écran. C'est bon? Ok, on y va. Alors en premier, on a les problèmes d'ordre psychologique. Déjà, le premier problème, ça va être la surcharge de dopamine et la dérégulation du système de récompense. Comment ça marche l'addiction au porno? Alors, comme toutes les addictions, ça pousse le cerveau à rechercher absolument le même plaisir que la première fois. Comme l'addiction à la drogue, c'est strictement pareil. Et comme pour la drogue, au bout d'un moment, la dose habituelle ne suffit plus. Il en faut toujours plus. Alors vous en regardez de plus en plus souvent, et du contenu de plus en plus extrême. Le truc, c'est que le porno, ça libère de la dopamine, donc l'hormone de la récompense. Sauf que si on est trop récompensé de la même manière, la récompense perd toute sa valeur. Et à la fin, on peut plus s'en passer. Et il en faut toujours plus. Beaucoup de gens disent qu'ils regardent du porno pour se détendre. Mais je suis désolé, mais c'est du bullshit. Le porno, ça ne détend pas. Au contraire, votre cerveau est beaucoup plus actif quand vous regardez du porno. C'est pas du tout une activité pour se détendre. Pour vous détendre après le travail ou après quelque chose de pénible, faites autre chose, je sais pas moi, posez-vous avec une bonne tisane, regardez un film, lisez, passez du temps avec un proche. J'en sais rien, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, pas de porno. Le deuxième problème, c'est que ça prône la gratification instantanée. Alors, comment est-ce que le porno provoque cette surcharge de dopamine? En fait, en rendant facile quelque chose qui normalement demande un effort. Avoir un orgasme ou même juste un rapport, ça s'obtient pas en claquant des doigts. Mais maintenant, avec le porno, vous pouvez avoir l'impression de faire l'amour pour de vrai avec un seul clic. Bon, je sais, la phrase que je viens de dire fait très boomer, mais c'est vrai. D'ailleurs, cette addiction, elle a fait l'actualité il y a pas longtemps, avec des histoires comme quoi des soldats nord-coréens qui participent à l'invasion russe de l'Ukraine sont devenus complètement accros au porno depuis qu'ils ont pour la première fois eu accès à un internet moins censuré que dans leur pays d'origine. Alors, juste pour dire, à l'heure actuelle à l'heure où j'écris cette vidéo, c'est que des rumeurs, ça n'a pas été vérifié, mais si c'est vrai, ça m'étonnerait même pas. Ensuite, le troisième problème d'ordre psychologique, c'est que ça a été conçu pour vous maintenir devant votre écran. Comme dit, le porno, ça vous rend accro en vous shootant la dopamine. Mais c'est pas seulement le porno en lui-même qui vous rend accro, mais aussi la forme, comment il est diffusé. En fait, le format est fait pour vous maintenir devant votre écran le plus longtemps possible, jusqu'à ce que votre cerveau soit entièrement reprogrammé pour vous en faire consommer toujours plus. Si vous êtes accro au porno, il y a de grandes chances qu'au début, vous faisiez une procédure plutôt classique. Vous alliez sur le site, vous sélectionnez la catégorie, vous lancez une vidéo, vous faites ce que vous avez à faire, puis, en finissant la vidéo, et en finissant tout court, vous fermez tout et vous vous sentez mal. Mais c'est tout, ça s'arrête là et ça dure quoi? Allez, 15-30 minutes au plus? Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les sites et les réseaux sociaux qui autorisent la diffusion de porno, voilà par exemple X, Reddit, DeviantArt et Telegram, pour ne citer que, privilégient des formats courts. Ils ne montrent plus des vidéos entières, mais des extraits, des vidéos de 1 minute maximum. Alors évidemment, avec votre cerveau bousillé, 1 minute de contenu, c'est plus assez. Alors pour faire durer le plaisir, au lieu de regarder une vidéo longue, vous regardez plein de vidéos d'1 minute, au point de rester des heures devant votre écran jusqu'à ce que plus rien ne vous excite, et pour une durée qui dépasse largement le temps d'une vidéo classique. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, bien deviné, c'est exactement la même stratégie que le format court des TikTok, des shorts YouTube ou des Reels Instagram.
En fait, tout est fait pour vous rendre addict et vous plonger dans un doom scroll. La seule différence, c'est que le porno est en format horizontal. Et encore, ça dépend. L'autre problème, c'est l'impact sur la santé mentale. Alors je pourrais faire une vidéo à part entière sur l'impact du porno sur la santé mentale, tant la liste est longue. Bon, déjà, on a tous déjà ressenti la culpabilité après avoir regardé du porno. La fameuse post-nut guilt, on la connaît tous. Et ben quand on est accro au porno, c'est quelque chose de quotidien, de permanent. Je vais en reparler plus tard quand on va avoir l'impact sur la vie sociale, mais à force de regarder du porno, vous avez beaucoup plus de chances de développer de l'anxiété et de la dépression. Et votre estime de vous risque aussi de prendre très cher. Vous êtes tenté de regarder du porno pour évacuer votre stress, mais au final, une fois que vous avez fini, vous êtes encore plus stressé qu'avant. À la fin, ça devient un cercle vicieux. Vous voyez, le porno vous stresse, vous êtes stressé en permanence, donc vous regardez du porno pour vous soulager, vous stressez encore plus, et ainsi de suite. Ensuite, problème suivant, c'est que ça vous désensibilise au point de devoir chercher quelque chose de plus en plus extrême. On va en reparler plus tard dans les problèmes d'ordre éthique, mais au bout d'un moment, comme n'importe quelle addiction, le produit de base ne suffit plus. Il en faut toujours plus. Alors vous vous lassez et vous allez chercher quelque chose de différent. Et à force de chercher du contenu différent, vous allez chercher du contenu de plus en plus spécifique, jusqu'à ne regarder plus que des trucs qui n'ont plus aucun lien avec la réalité. Vous ne pourrez même plus regarder n'importe quoi, non, il faudra que ce soit une catégorie bien précise, parce que voilà ce que fait le porno, il désensibilise votre sexualité. Et dernier problème d'ordre psychologique, c'est que ça fait perdre énormément de temps. L'addiction au porno peut aller si loin que vous allez être tenté de le faire plusieurs fois par jour. Et plusieurs fois par jour, ça veut dire dans des lieux pas du tout appropriés, du genre à l'école, au travail ou à côté de votre famille. Soyons honnêtes, personne ne regarde du porno avec l'intention de finir le plus rapidement possible. Non, vous essayez de prolonger l'expérience aussi longtemps que possible. Vous faites du edging, comme disait Zoomer. Tout ça pour prolonger le plaisir. Vous voyez plus le temps passer, et vous perdez plusieurs heures par semaine, ou même par jour, des heures précieuses durant lesquelles vous auriez pu faire quelque chose de beaucoup plus productif. Je sais pas, réviser, lire, travailler sur vos projets, faire du sport, passer du temps avec vos amis. En fait, quand vous arrêterez le porno, vous verrez l'économie incroyable de temps que vous allez faire. Et vous allez vous rendre compte des heures que vous avez perdues. Et si vous continuez, vous ne perdez pas juste du temps, vous allez bousiller votre futur. Parce que du temps, vous en aurez de moins en moins avec les années. Ensuite, la deuxième catégorie de problèmes, ce sont les problèmes d'ordre relationnel et social. Le premier problème, c'est que le porno vous offre une vision irréaliste de la sexualité. À force de visionner du porno, vous allez inconsciemment associer ce que vous voyez à du vrai sexe. Même si vous vous dites que c'est pas réel, au bout d'un moment, quand vous en êtes à des heures et des heures cumulées de visionnage, vous finissez par croire que les rapports doivent être comme dans ces vidéos. Vous allez vous mettre à croire que il faut faire telle ou telle position, commencer par tel préliminaire, faire comme ça, finir comme ceci, faire telle pratique, au point où vous pourrez vous forcer vous-même ou votre partenaire à faire des choses que vous ou l'autre n'aurez pas envie de faire au début. Aujourd'hui, énormément de mecs prennent le porno comme référence pour faire des choses dégradantes ou bien adopter des réflexes agressifs. Et les femmes s'imaginent qu'elles doivent absolument faire ce qu'elles ont vu, sinon leur mec ne prendra pas de plaisir. Alors, gros spoiler, mais non, en réalité, le sexe ne fonctionne pas comme ça. Dans la réalité, les gens ne font pas tout ça. Les gens ne sont pas bâtis comme des dieux et surtout les rapports ne durent pas aussi longtemps. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'en sont pas conscientes parce que pour beaucoup, le porno c'est devenu leur première expérience avec leur sexualité, à un âge très jeune. Forcément, ils n'arrivent pas à faire la différence entre la réalité et la fiction. Ensuite, le deuxième problème, c'est que ça a un impact sur les relations sociales, amoureuses et sexuelles. On va en reparler dans la partie sur l'impact physique, mais à force d'être complètement désensibilisé par le porno et d'avoir une image complètement déformée des relations sexuelles, ça va avoir des répercussions dans votre couple, même en dehors de plumard. Ça a déjà été prouvé que le porno, c'est une fantaisie qui bousille vos chances d'avoir une relation saine. Aujourd'hui, il y a une corrélation très proche entre l'addiction au porno et la probabilité de divorce. Alors j'ai trouvé différentes statistiques, mais tous donnaient un chiffre au-dessus de 50% dans le taux de divorce dont l'une des raisons citées, c'était la consommation de porno. D'autres études ont montré que les personnes régulièrement exposées au porno se sentent en moyenne moins amoureux de leur partenaire que ceux qui ne regardent jamais. Avec le temps, plus le porno s'immisce dans le couple, moins il y aura d'intimité, de sensitivité et plus il y aura d'anxiété, d'isolation et de disputes. Et puis pour nouer de nouvelles relations amoureuses, ça va être très compliqué. Soit vous allez tout sexualiser dès le début, soit vous allez essayer de tout cacher pour pas que votre nouvelle copine ou copain vous prenne pour un pervers, ou bien même les deux. Ça crée aussi un cercle vicieux. Comme avec le porno, vous ne ressentez plus le besoin de rencontrer un nouveau partenaire, vous ne faites rien pour, et vous finissez par en souffrir. Vu que la seule source de plaisir sexuel ou affectif, vous le trouverez dans le porno. Ce qui est en fait juste une illusion, juste une mauvaise imitation.
Donc même en dehors des relations de couple, si vous êtes accro au porno, vous allez finir par penser à ça toute la journée. Les images que vous avez vues restent imprimées dans votre tête, un peu comme les taches que vous voyez en fermant les yeux après avoir regardé la lumière. Comment est-ce que vous voulez communiquer normalement avec vos amis, votre famille ou vos collègues si vous avez en permanence ces images dans la tête? Au bout d'un moment, on devient fou. Alors ensuite, le problème suivant, c'est que ça renforce la solitude des personnes seules. À votre avis, quelle est la cible du porno? Une personne en bonne santé, en couple, avec un cercle d'amis soudés, épanouie dans son travail et dans sa vie perso? Ou bien une personne seule, isolée, qui a perdu tout lien avec ses proches et qui est dépressif? Évidemment que le porno cible les personnes seules et vulnérables, et leur propose de vivre ce que vivent les autres, sans leur préciser que ce n'est pas la réalité qu'ils leur vend, mais une illusion dont ils deviennent dépendants. Le porno, c'est comme n'importe quelle drogue. Ça devient une addiction parce qu'elle comble un vide quand les autres besoins ne sont pas remplis. Est-ce que les personnes isolées ou seules se sentent vraiment mieux en regardant cette merde? Non, au contraire, elles vont devenir encore plus dépressives. Elles vont ressentir de la honte, de la culpabilité et de l'anxiété, ou même des idées suicidaires. Leur estime de soi va dégringoler, et de peur qu'on la prenne pour un pervers, la personne va s'isoler encore plus, et à force de perdre son temps sur du porno, elle perdra encore plus de liens et de contacts avec ses derniers amis et ses proches. Le porno, c'est un cycle sans fin qui anéantit votre santé mentale, et ça va juste faire grimper votre anxiété en flèche. Alors, ensuite, on arrive au problème d'ordre physique et corporel. Déjà, le problème, c'est que le porno montre une vision irréaliste du corps humain. Bon, il est temps d'aborder l'un des points les plus importants, mais qui fait aussi le plus rire, celui justement sur la perception du corps humain. Au cas où vous ne le savez pas, mais les corps que vous voyez dans le porno ne correspondent absolument pas à la réalité. Le porno détruit complètement notre perception du corps humain. Dans la réalité, les gens sans leurs vêtements ne ressemblent pas à ça. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais non, elle n'est pas trop petite. Non, ils sont pas trop plats. Et je pourrais donner d'autres exemples. Si vous voyez trop de porno, vous voyez tous ces acteurs avec une énorme bûche, vous allez finir par croire que c'est la taille standard, et si c'est pas votre cas, vous êtes nul. Je veux dire, ok, c'est marrant de se rappeler de son adolescence, à un âge où certains avaient déjà commencé le porno, et quand on faisait littéralement un concours en disant « Oh non, la moyenne c'est 13, non c'est 15, non c'est 20, non l'idéal c'est 20, en dessous la femme elle pourra pas jouir, non l'idéal c'est 25, non 30 », et puis on gonflait les chiffres, et on sortait nos règles pour mieux imaginer la taille que ça faisait, tout en priant qu'on ne pose pas la question de la taille de notre propre organe. Mais cette mentalité d'angoisse, vous allez continuer à l'avoir à l'âge adulte si vous prenez le porno comme référence. Et c'est pas seulement sur le corps, mais aussi sur la durée. Parce qu'à force de regarder ça, on s'imagine qu'il faut durer hyper longtemps, comme dans les vidéos. Alors que dans la vraie vie, de 1, c'est pas un concours, la qualité d'un rapport sexuel, ça se mesure pas avec un chronomètre, et de 2, dans la vraie vie, ça dure beaucoup moins longtemps. Donc non, vous n'êtes pas précoce ou quoi que ce soit, vous êtes juste normal. Précoce, c'est quand ça vient tout de suite, c'est différent. Pareil pour l'expression micro-pénis. Un micro-pénis, dans la réalité, c'est quand on parle de 1 ou 2 cm. Quand il y a juste le gland, en fait, on parle d'une malformation. Enfin bref, je vais pas vous faire un dessin. Donc pas la peine d'aller chercher sur Google comment augmenter la taille ou comment durer plus longtemps et relativiser. Avec tout ça, il ne faut pas oublier que c'est pas seulement votre corps que vous allez juger, mais aussi celui des autres. Et surtout celui de votre partenaire. Vous allez commencer à le juger beaucoup plus sévèrement et à être moins attiré et à montrer moins d'affection. Je veux dire, c'est comme si, en tant que personne ordinaire, vous passiez votre temps à regarder des vlogs de milliardaires, et au bout d'un moment, vous finirez par vous sentir horriblement pauvre, alors que vous vivez très bien. Soyez honnête. Si vous n'aviez jamais vu une personne nue du même sexe que vous, est-ce que vous seriez à ce point mal à l'aise avec votre corps? Ensuite, le problème du porno, c'est que c'est une addiction chimique aussi puissante que la drogue. Qu'est-ce qui vous rend accro dans le porno? On l'a vu tout à l'heure, c'est la dopamine, l'hormone de la récompense. Un truc qu'on reçoit normalement que après un effort, mais qu'on peut générer à l'infini. Le problème avec ça, c'est que pour la drogue, à force de recevoir des shots de dopamine tout le temps, ça crée une dépendance. Chimiquement, ça se passe exactement comme la drogue. L'addiction au porno, c'est quelque chose d'aussi puissant que la cocaïne. Et donc, comme le porno que vous regardez au départ, c'est plus suffisant pour vous exciter, vous recherchez du contenu toujours plus extrême. Et c'est pas seulement le porno d'avant qui n'est plus suffisant, mais carrément toutes les activités qui procurent de la dopamine et qui sont plus capables de vous en donner. Faire du sport, manger quelque chose de bon, compléter des tâches, bien dormir, regarder un film, jouer à un jeu vidéo, etc. Tout ça vous procurera plus autant de plaisir qu'avant. Alors ensuite, autre problème, qui est déjà un peu plus connu, c'est celui de la réduction des performances sportives. Bon, pour ce point-là, je vais passer rapidement dessus, tout simplement parce qu'il suffit de l'expérimenter pour s'en rendre compte. Quand vous faites du sport juste après votre activité quotidienne favorite, vous avez sûrement déjà remarqué que vos performances baissent énormément par rapport à votre niveau habituel. Essayez de faire un certain nombre de tractions de pompe, puis un autre jour de faire le même nombre juste après votre séance de plaisir solitaire, vous verrez la différence.
Mais en plus, c'est un cercle vicieux, parce qu'en regardant du porno régulièrement, vous allez être moins motivé à faire du sport. À cause de justement, à cause de la surcharge de dopamine. À cause de la surcharge de dopamine, vous perdez toute motivation, même pour faire autre chose que du sport. Donc vous ne faites rien, donc vous regardez du porno, donc vous êtes encore moins motivé, etc. Ensuite, il y a la réduction des performances cognitives. Là aussi, je vais passer rapidement dessus, mais à force de penser H24 au porno, ça va forcément avoir un impact sur vos performances cognitives, votre mémoire et votre capacité à réfléchir. Des études ont d'ailleurs montré que la consommation de porno a un effet direct sur la perte de matière grise. Mais ça réduit pas seulement les performances sportives et cognitives, ça réduit aussi les performances sexuelles. On a déjà parlé de l'impact du porno sur les vraies relations sexuelles, mais l'impact il n'est pas que psychologique. Je vous apprends rien, mais la personne avec qui vous couchez, elle ressemble sûrement pas à celle que vous voyez dans le porno. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ça peut provoquer un blocage, comme des problèmes d'excitation, une baisse de libido, ou des trucs comme ça. Oui, votre cerveau a été conditionné à ne s'exciter que devant du porno, et donc une vraie personne n'est plus capable de provoquer du plaisir. Vous avez vu des soi-disant professionnels devant votre écran, et maintenant vous êtes gêné de votre propre performance. Pire encore, chez certaines personnes, le cerveau a associé le geste de la main pendant la masturbation au sexe, et ajouté à ça le fait que le porno vous conditionne à être le spectateur, et vous avez la recette parfaite pour gâcher vos relations sexuelles. En bref, vous n'êtes plus capable de faire l'amour en vrai, parce que vous êtes désensibilisé. Tout ce qui vous procure un semblant de plaisir, c'est cette merde de porno. C'est regarder quelqu'un d'autre baiser à votre place, la personne qui vous attire. Oui, vous êtes maintenant conditionné à être excité par quelqu'un d'autre qui fait l'acte au lieu de le faire vous-même. Maintenant, avec tout ça, on peut plus facilement comprendre pourquoi les personnes qui ont commencé le porno très tôt, quand ils ont fait l'amour pour la première fois des années plus tard, ils n'y arrivaient pas, à cause du porno. Un vrai corps humain n'est donc pas suffisant pour eux. Un autre problème, c'est que souvent le porno, on le regarde en secret, en cachette. Donc indirectement, le cerveau va associer le sexe à quelque chose d'interdit, de secret, et qui doit être fait rapidement. Et quand il faudra faire l'amour en vrai, ça va se voir à travers votre langage corporel, qui va être hyper fermé et rigide. Vous allez être hyper stressé et nerveux, et vous allez respirer en hyperventilant, comme quand vous regardez du porno. Donc pour résumer, regarder du porno, c'est s'entraîner à devenir un très mauvais coup au lit. Je dis ça à moitié en rigolant, mais c'est vrai. En vrai, dans ce contexte, vous préférez être une personne assurée et détendue, ou une personne complètement stressée et à l'affût, comme quand vous regardiez du porno dans votre chambre et que votre famille et vos colocs étaient juste à côté. Alors ensuite, on arrive à la plus grosse famille de problèmes, les problèmes d'ordre éthique. Et là, je vais avoir beaucoup de choses à dire. Premièrement, le porno abuse de la vulnérabilité des personnes. On en a déjà parlé tout à l'heure quand je disais que le porno vise les personnes atteintes de solitude ou qui ont un trouble social ou mental. Vous voulez de l'amour ? Voici du porno. Voilà comment raisonne l'industrie. Vous connaissez peut-être plein de personnes qui semblent tout à fait satisfaits avec une consommation excessive de porno. Mais je vais vous dire une chose, la plupart des gens ne le sont pas. La plupart des gens voient bien que le porno les enfonce dans leur malheur. Et c'est pas seulement les personnes seules ou vulnérables qui sont la cible facile, mais aussi les personnes ignorantes. Oui, on nous a matrixé depuis toujours que le porno c'était normal et qu'il n'y avait aucune honte. Une personne qui n'a aucun recul sur ce problème, ou qui ne prendra pas le temps de réfléchir aux effets ou aux conséquences, va se dire « Ah ok, ça va alors ». Et très peu d'entre nous ont eu des parents ou des profs qui nous ont mis en garde contre le porno quand on était jeunes, et à un âge justement où on était la cible idéale de l'industrie. Oui, les adolescents en général, eux c'est une cible parfaite. Vous voyez le schéma qui se répète ? Est-ce que vous voyez quel genre de personnes sont toujours dans le viseur de l'industrie du porno ? Ils en sont bien conscients, croyez pas le contraire. Ils savent très bien chez qui ils auront un temps de visionnage plus long et qui est prêt à dépenser de l'argent pour ça. Ensuite, le point suivant, c'est celui qui est bien connu, c'est celui de l'objectification de la femme. Bon, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. À force de descendre dans les tréfonds du porno, le contenu que vous regardez devient de plus en plus violent. Et qui subit cette violence ? Les femmes. Ça commence par le dirty talk, ensuite il y a des actes de plus en plus violents jusqu'à de la violence complètement gratuite. La femme est réduite à un simple objet sexuel qui ne sert qu'à assouvir les désirs tordus de celui qui commet l'acte et de celui qui regarde tout ça. Le porno, ça banalise complètement les agressions et les actes violents avec les femmes et en général. Ça transmet la vision d'une sexualité agressive à sens unique. Ensuite, un point qui est pas très connu, mais dont il faut absolument parler, c'est que le porno véhicule des stéréotypes racistes. Oh mon dieu, par où je commence ? Alors avec le temps, le porno a créé et consolidé des stéréotypes racistes et les a entretenus et diffusés au point qu'ils sont profondément ancrés dans notre société. Je vais vous apprendre un truc qui concerne le stéréotype le plus célèbre. Non, les hommes noirs ou d'origine africaine n'en ont pas une plus grosse que les autres ethnies.
Et là, je vous entends déjà venir. Mais si, c'est vrai, vous allez me dire. C'est Durex qui publie les statistiques sur la taille des pénis dans le monde, et c'est les Congolais qui ont les plus grosses. Non! Non, non, non et non. C'est factuellement faux. Déjà, n'importe qui a déjà acheté des préservatifs dans sa vie sait qu'il n'y a pas de taille précise en centimètres sur les paquets. Alors oui, il y a des catégories de taille, mais c'est pas au centimètre près. C'est largement insuffisant pour faire des statistiques. Ensuite, les vraies études sérieuses qui ont été menées sur le sujet ont plutôt montré que dans le monde entier, les hommes ont tous en moyenne la même taille de pénis. Oui, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou ailleurs, on a tous les mêmes. Il n'y a aucune différence régionale. Mais alors d'où ça vient ce mythe ? Vous connaissez sûrement l'anecdote comme quoi les Grecs et les Romains sculptaient des statues avec des petits pénis parce que c'était un signe de civilisation et d'intelligence, contrairement aux barbares qui étaient censés en avoir des gros, symboles de sauvagerie et de bêtise. Ce stéréotype s'est conservé en Europe à travers l'histoire et a été entretenu à l'époque coloniale. Un gros pénis, c'est un symbole primitif, animal, barbare, sauvage. Ainsi, en faisant croire que les Africains ont de gros pénis, on les réduit à l'état d'animaux, de bêtes sauvages, on les infériorise. Maintenant, vous savez pourquoi derrière ce trait physique inexistant, qui est censé être positif, se cache en réalité une origine beaucoup plus sombre et fermement ancrée dans les idées racistes. Les sources qui prétendent qu'il y a une différence de taille au pénis, celles qui ont entretenu ce mythe de cours de récré comme quoi les Africains en ont des énormes et que les Asiatiques en ont des minuscules, et nous, les Européens, en avons des normales, des moyennes, c'est de la pseudo-science raciste. Et le porno alimente ce mythe en mettant en scène des acteurs dont le physique correspond à leurs stéréotypes racistes. Et ça, c'est qu'un seul exemple. On pourrait parler, par exemple, de l'hyperféminisation des femmes asiatiques, ou bien d'autres ethnies pour lesquelles on crée des catégories à part entière, chacune avec leur part de stéréotypes racistes. Ensuite, autre gros problème, c'est que le porno normalise ou romantise le viol. Comme je l'ai dit avant, avec l'objectification de la femme, les actes dans le porno ont tendance à être très souvent agressifs. Ça donne l'impression que les rapports se déroulent toujours comme ça et que ça doit toujours être comme ça et que c'est comme ça qu'il faut agir, quitte à ce que l'autre personne ait mal ou soit mal à l'aise. Pire, au bout d'un moment, à force de chercher du contenu de plus en plus extrême, vous augmentez le risque de tomber sur des vidéos où l'un des acteurs ou actrices, le plus souvent la femme, n'est pas consentant ou consentante, ou en tout cas est clairement en train de souffrir. Je pense qu'on est tous déjà tombés sur une vidéo où on se demandait sérieusement si la personne en position de dominer était vraiment consentante ou pas. Il est très probable que vous avez déjà vu une vidéo de viol sans en avoir conscience. Une vidéo noyée parmi des centaines d'autres qui reprennent les mêmes codes. Ensuite, autre problème, le porno normalise l'inceste et les rapports avec les mineurs. C'est quoi le cliché le plus répandu du porno ? Le plombier, d'accord, mais le deuxième le plus répandu. Celui du mec qui baise sa belle-sœur. Bah oui, tout ce qui frôle l'inceste est extrêmement populaire, parce que ça frôle l'interdit. Puis t'as certaines vidéos qui s'en foutent carrément, où t'as carrément des frères et sœurs qui le font. Pas en vrai, évidemment. Enfin, j'espère. Donc, en plus de la normalisation de l'inceste, on a aussi un autre problème, la normalisation des rapports entre mineurs ou avec des mineurs. Alors ça, c'est vraiment un thème universel. On a carrément inventé une catégorie à part qui met en scène des acteurs qui sont si jeunes qui pourraient être des adolescents. Et parfois, ils le sont vraiment. Autre exemple, dans les hentai, qui est du porno, je le mets pas à part, on a des personnages aux traits enfantins, mais on dit « Ah oui, mais dans l'histoire, elle a 150 ans, et de toute façon, c'est juste un personnage fictif, c'est juste un personnage de dessin animé, blablabla. » En fait, à force d'avoir des personnes beaucoup trop jeunes devant notre écran, la limite avec la réalité et avec l'illégalité est de plus en plus difficile à voir. Comme pour les vidéos de viol où vous vous demandez « Attends, est-ce qu'elle est vraiment consentante là ?» Vous avez sûrement déjà vu des vidéos où l'un des deux acteurs ou actrices avait l'air si jeune que vous vous êtes dit « Attends, elle est vraiment majeure, elle ?» C'est irréfutable. Plus vous regardez du porno, plus vous avez de la chance de tomber sur un rapport avec une personne mineure. Et comme dans le point précédent, on a beaucoup plus de mineurs dans le porno que vous l'imaginez. Et c'est une excellente transition vers le point suivant. Ensuite, point encore beaucoup plus grave, le porno encourage au trafic d'êtres humains, à la prostitution forcée et à la pédophilie. Le porno est très souvent lié à des histoires sombres de trafic d'êtres humains, de prostitution forcée ou de pédopornographie. La maison mère de Pornhub, oui, de Pornhub, est liée à des trafics d'êtres humains. Il y a des réseaux tout entiers qui kidnappent des personnes ou des enfants ou qui les piègent pour les forcer à tourner dans du porno. Vous voulez connaître l'âge moyen des victimes mineures de ces trafics ? 12 ans. Et c'est une moyenne. Voilà, je vous laisse un certain temps pour imaginer tout ça. Alors, ensuite, le porno propose aux jeunes femmes, parfois mineures, un métier court-termiste et dégradant. Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, je précise jeune femme parce que autant presque toutes les femmes pourraient potentiellement se lancer dans ce genre de carrière, autant pour les hommes, ça reste beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, dans le contexte du porno, les hommes sont beaucoup plus poussés à regarder du porno, à être des consommateurs.
A l'inverse, on pousse les femmes à se prostituer, parce que oui, le porno c'est une forme de prostitution. On en reparle après. On pousse les femmes à produire. Historiquement, il y a eu une grande majorité, une majorité écrasante, de prostituées femmes par rapport aux hommes. Aujourd'hui, cette proportion est la même sur OnlyFans, Mime ou d'autres sites dans le genre. La raison est la même, c'est le système qui est comme ça et qui n'a pas changé. Aujourd'hui, le sexe n'est plus quelque chose de sacré ou de privé. On n'a plus besoin d'attendre le mariage pour l'expérimenter. Le sexe aujourd'hui, c'est devenu un marché, avec une offre et une demande. Notre société monogame est en train de diverger vers une société polygame, avec tous les problèmes que ça implique. On vit à l'heure de la soi-disant révolution sexuelle, une révolution qui arrange en fait beaucoup plus les hommes que les femmes. D'ailleurs, qui a été la personne qui s'est le plus battue pour la libération sexuelle des femmes? C'est le fondateur de Playboy. Et l'industrie du porno est aujourd'hui quasiment exclusivement la propriété d'hommes, et d'hommes riches. Pour la clientèle, c'est pareil. Il y a eu très peu de femmes qui vont sur... En fait, il y a très peu de femmes qui vont sur OnlyFans pour consommer du contenu. Ne vous mentez pas à vous-même. La révolution sexuelle ne libère pas les femmes. Elle les force à faire des compromis sur leurs préférences sexuelles pour les adapter à celles des hommes. Elle aligne les femmes sur la sexualité masculine. Et c'est pas quelque chose qu'il faut encourager, c'est malsain, voire dangereux pour les femmes. Quelles conséquences il y a sur les femmes? Beaucoup. Pour n'en citer que deux. Premièrement, comme les femmes sont poussées à être beaucoup plus sexuellement actives, elles se forcent à prendre la pilule ou d'autres contraceptifs hormonaux qui sont mauvais pour leur santé. Elles sacrifient leur santé pour éviter les avortements ou les grossesses non désirées, un problème que les hommes n'ont pas. Deuxièmement, on a l'aspect psychologique. Sachant que les femmes sont plus sélectives dans le choix de leur partenaire, pour des raisons évolutives, en s'alignant sur la sexualité masculine et en essayant de l'imiter, elles se forcent à supprimer cet instinct de sélection, un instinct qui est pourtant là pour une bonne raison. Supprimer cet instinct et en gros coucher avec beaucoup d'hommes sans s'attacher à eux, c'est souvent difficile d'un point de vue psychologique. Et un certain nombre de femmes vont être tentées d'utiliser l'alcool ou la drogue pour faciliter le truc. Alors, pourquoi est-ce que de plus en plus de jeunes femmes, parfois mineures, sont tentées par la création d'un compte OnlyFans? Pourquoi elles sont de plus en plus tentées par la prostitution? Par la version moderne de la prostitution. Bon, en réalité, c'est pas seulement le mensonge de l'émancipation par le porno qui les a poussées à faire ça. Non. La raison numéro 1, c'est la promesse d'argent facile. Je dirais qu'aujourd'hui, OnlyFans, c'est aux femmes ce que la crypto est aux hommes. Un moyen qui est supposé permettre de gagner beaucoup d'argent très vite. Sauf que, bienvenue dans la réalité, il n'y a aucun moyen de gagner beaucoup d'argent très vite. C'est comme ça en général, dans n'importe quel contexte. Si quelqu'un vous promet de gagner beaucoup d'argent très rapidement, c'est une arnaque. Fuyez. Que ce soit pour la crypto, le trading en ligne, les jeux d'argent ou le porno, c'est pareil. Les seuls qui sont devenus riches avec ça, c'est quelques chanceux dans un océan de gens qui ont échoué. Mais ceux-là, on les oublie à cause de notre biais du survivant. On s'imagine que, comme quelques-uns ont réussi, alors on peut tous facilement y arriver. Alors pour revenir au porno en solo, ou je sais pas comment on peut appeler ça, sur OnlyFans ou d'autres sites payants, ce biais du survivant a des conséquences. Parce que non seulement les jeunes filles séduites par ce modèle ne vont pas gagner autant d'argent qu'elles le pensaient, mais en plus elles vendent leur dignité. Elles échangent leur dignité, l'image de leur corps, contre de l'argent. Le mot prostitution pour décrire cette transaction, il n'est pas choisi au hasard. Et là vous allez me dire, oui mais au pire, elle fait ce qu'elle veut. Sauf que faire ce qu'on veut, dans ce contexte, ça a des conséquences. Ici, on ne parle pas d'envoyer un nude discret à son copain-copine. On parle de vendre sur internet, à absolument tout le monde, des photos ou des vidéos de soi-même à poil. Il faut pas croire que c'est quelque chose d'anonyme. Je crois que un truc que ces filles ne comprennent pas, ou comprennent trop tard, c'est qu'on les voit. Il n'y a pas que les inconnus qui tombent sur leur lien OnlyFans. Leurs proches finissent par être au courant. Leurs amis, leur famille, les gens dans leur classe, les gens au travail. Ça finit par se savoir dans un contexte où, tout d'un coup, on n'arrive plus très bien à assumer son activité. Et quand une fille qui a tenté l'expérience a été trop exposée, quand ses photos ont fuité, parce que oui, ça arrive tout le temps, il y a des millions de comptes Telegram rien que pour ça, et quand elle s'est fait dévisager par ses proches et qu'elle a perdu son travail, elle va devoir vivre avec les conséquences. Elle va se faire harceler, elle aura du mal à trouver un autre travail. Aucun homme ou femme ne voudra d'elle, parce qu'il ou elle vont penser qu'elle sera infidèle ou pas fiable, ou qu'elle fera un mauvais exemple pour ses enfants. Bah oui, personne ne voudra fonder une famille avec une femme comme ça. Et en plus, elle va se retrouver ruinée à force de dépenser tout son argent gagné dans des procédures judiciaires qui finiront sans suite. Et quand elle aura tout perdu, elle se réfugiera soit dans la religion, soit dans le féminisme radical. Bon. Non, je déconne, je caricature sur ce dernier point. Mais vous voyez jusqu'où ça peut aller. Attention, je suis pas en train de dire « ouais, elle a bien mérité ». Non, évidemment. Mais tout ça, ça risque de lui arriver. L'autre problème, c'est pas seulement les conséquences sur la vie réelle, mais c'est aussi que les créatrices entre guillemets, ont beaucoup moins d'indépendance qu'elles se l'imaginent. Comme la concurrence est rude, surtout avec l'avènement des IA, qui commencent déjà à inonder les sites porno, elles vont céder à des demandes toujours plus extrêmes de leurs clients,
jusqu'à accepter des rencontres réelles pour de vrais rapports sexuels, avec tous les risques que ça implique. Pour conclure sur ce point, le porno, que ce soit sur OnlyFans ou ailleurs, n'est pas quelque chose qu'il faut promouvoir aux jeunes femmes. Elles ont beaucoup plus à perdre qu'à y gagner en s'y engageant sur cette voie. C'est une activité sale, court-termiste et dégradante, voire dangereuse, avec de graves conséquences sur le long terme. Il faut arrêter de mettre cette révolution sexuelle sur un piédestal. Cette révolution a fait plus de mal que de bien. Se prostituer, ce n'est pas un acte anticonformiste. C'est pour ça que ça me sidère que certains mouvements féministes voient dans le porno quelque chose d'émancipatoire, alors que c'est exactement le contraire. Le porno, c'est une gifle aux droits des femmes. Je pourrais créer une vidéo entière d'1 heure sur ce sujet, mais la vidéo, je pense, est déjà assez longue comme ça. Alors, je vais m'arrêter là. Enfin bref, dites-moi d'ailleurs, les filles, si vous regardez cette vidéo, ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, je suis assez curieux d'avoir votre point de vue. Ensuite, point suivant. Le porno alimente une industrie hyper capitaliste. Vous n'avez pas idée de la thune générée par cette industrie. Ce n'est pas une mine d'or, c'est du diamant. Si on regroupe tout l'argent récolté en 1 an par l'industrie porno, c'est 97 milliards de dollars. Ça fait plus de 3000 dollars par seconde. Pour prendre des références américaines, c'est plus que la NBA, la MLB et la NFL réunies. Et ça ne fait qu'augmenter. Cette industrie, c'est un titan. Rien que Pornhub, le site le plus connu, c'est le 4e site internet en termes d'utilisation. C'est plus qu'Instagram, Pinterest, Netflix et TikTok réunis. Je pense qu'on a du mal à visualiser ce truc. Et vous savez comment est né le porno? Je veux dire, sous sa forme actuelle, produite et consommée en masse? Eh bien, ça coïncide avec le déclin de la prostitution. Les Macs d'avant sont devenus les producteurs de porno d'aujourd'hui. En fait, tout est une question d'argent, de profit. Pas besoin d'être marxiste ou quoi que ce soit pour le voir. Les producteurs, ils se sont dit, au lieu d'utiliser la prostituée à chaque fois pour gagner de l'argent, on va la filmer une seule fois, puis vendre le film à des millions d'exemplaires. Ça nous coûte moins cher et ça nous rapporte plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les seuls qui vont encore voir des prostituées, c'est pas les gens moches, comme on s'imagine, mais les riches, ceux qui ont de l'argent à dépenser. Les prolos, eux, ils vont consommer en masse du porno produit par des milliardaires. C'est une logique hyper capitaliste qui a créé le porno et qui l'alimente aujourd'hui. Les seuls gagnants dans l'histoire, ce sont les producteurs. Les acteurs et actrices, tiens, parlons-en. Les acteurs et actrices sont traités de manière abjecte par les producteurs. Pour beaucoup de gens, la vie d'acteur ou d'actrice porno, c'est un rêve, c'est la vie parfaite. Ah oui, vous êtes littéralement payé pour faire l'amour. Sauf que comme on l'a vu, il y a une part beaucoup plus sombre. Pour les acteurs et actrices, c'est pas du tout une vie de rêve. Déjà, ils sont presque tous drogués. Oui, peu de gens le savent, mais la drogue est présente sur presque tous les plateaux de tournage. Les gens dans le milieu ne le cachent même pas, hein. La marijuana et l'ecstasy s'échangent comme des cartes Pokémon. Deuxièmement, le quotidien pour les acteurs est un enfer. Ils sont à la merci de tous les caprices des producteurs, quel que soit leur sexe. Ils doivent tourner en permanence et pendant des heures pour avoir le plan parfait. Ils sont obligés de consommer des produits pour durer plus longtemps. Les producteurs les traitent comme de la merde, surtout les actrices. T'as pas envie de tourner aujourd'hui? Tu tournes quand même, si on t'est viré. T'es malade ou tu te sens pas bien? Tu tournes quand même. Tu ne consens pas à tourner tel ou tel acte? Tant pis, tu seras viré, et en plus, on dira à tout le monde que t'es une personne difficile avec qui on peut pas tourner. Oui, ce genre de chantage arrive beaucoup plus souvent que vous le pensez. Beaucoup d'anciens acteurs et actrices en parlent dans des interviews. Donc soyez heureux de ne pas en avoir fait votre métier. Et pour les carrières en solo alors? Non, les créateurs, entre guillemets, solo du genre OnlyFans ou Mime ne sont pas épargnés. Ici, comme j'ai déjà dit avant, c'est leurs fans qui leur mettent la pression, en demandant toujours plus, ou en demandant même des rencontres dans la vraie vie. Vraiment, j'insiste quand je dis que le porno c'est une forme de prostitution. Et du coup, est-ce qu'il serait possible de créer un porno éthique, comme certains prétendent le proposer? Non, bien sûr que non. Avec toutes les raisons évoquées, même si vous enlevez la pression, c'est impossible de créer un porno éthique. Tout comme on ne peut pas créer un alcoolisme éthique ou un trafic de drogue éthique. Le porno en soi n'est pas quelque chose d'éthique et ne pourra jamais le devenir. Ensuite, alors jusqu'à maintenant, en termes de problèmes d'éthique, on a surtout observé le côté inhumain du porno, mais est-ce que vous saviez qu'il y avait aussi un problème écologique lié à la consommation de CO2? Non? Eh bien figurez-vous qu'il y a une enquête du Shift Project qui a calculé le flux internet des différentes catégories de sites et ils ont trouvé que 27% du trafic vidéo en ligne, c'était du porno. 27%! Ça correspond à 16% du flux total de données sur internet et 5% des émissions de gaz à effet de serre dues au numérique. Imaginez les tonnes de CO2 que ça représente. Je sais pas quoi dire. C'est incroyable et terriblement déprimant à la fois. Ensuite, avant-dernier point, mais pas des moindres, ça coûte cher. Bah oui, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus dessus? Si vous êtes abonné à un ou plusieurs comptes payants, au bout d'un certain temps, c'est comme pour la clope, ça va se faire sentir sur le portefeuille. Surtout que sur des sites comme OnlyFans, vous payez pas producteur par producteur ou créateur par créateur. Hein. C'est un portefeuille pour tout le monde, donc forcément vous voyez beaucoup moins les dépenses.
Dernier point, mais vous avez sûrement remarqué, les acteurs dans ces vidéos, ils ne portent jamais de capote. Des milliers de vidéos que j'ai vues, il y en a peut-être une seule où le mec en avait une, et encore c'était de l'amateur. Comme je l'ai répété plein de fois, mais à force de regarder du porno, vous allez associer ça à la réalité. Et si vous voyez les acteurs baiser sans capote, vous allez croire que la protection c'est facultatif, ou même gênant. Et donc vous serez tenté de ne pas vous protéger, avec tous les risques que ça induit. Je ne vais pas vous citer tous les risques et toutes les maladies, vous avez eu suffisamment de prévention au collège. Point bonus, alors ça c'est pas vraiment un danger ou un problème du porno, mais j'aimerais quand même en parler rapidement. J'aimerais supprimer une bonne fois pour toutes cette rumeur. Non, vous n'allez pas avoir un cancer de la prostate si vous arrêtez. Ça aussi, c'est une rumeur de cours de récré qui n'est appuyée par absolument aucune étude sérieuse. Alors oui, sur ce point-là, cette idée reçue concerne la masturbation et pas le porno, qui sont deux choses différentes, on va le voir. Mais voilà, je voulais quand même en parler dans la vidéo, parce qu'il y a encore plein de gens qui y croient. Alors, si après tout ça, vous croyez encore que le porno est inoffensif, alors je peux plus rien pour vous. De toute façon, je pense qu'à ce stade, les coumeurs dans le déni qui seraient de cet avis ont déjà quitté la vidéo depuis longtemps. Alors maintenant, en sachant tout ça, et en plus en étant accro au porno, on peut être désespéré en se disant que c'est impossible de s'en sortir. Et pourtant, il y a un moyen. Il y en a même plusieurs. C'est pas une solution magique, mais un ensemble de pratiques que vous allez mettre en place pour sortir de cette addiction. Mais avant ça, laissez-moi vous raconter mon histoire et comment moi je m'en suis sorti. Et vous allez voir, ça ressemble pas du tout aux histoires habituelles de mecs qui sont tombés dans cette addiction. Pour vous mettre dans le contexte, je suis né à la toute fin des années 90. Quand j'étais adolescent, c'était durant les années 2010. À cette époque, le porno c'était non seulement quelque chose de très répandu et accessible, mais c'était aussi très normalisé. Les adultes en parlaient de manière totalement décontractée. Ils parlaient du porno comme s'ils parlaient de leur cours chez Auchan ou de la circulation sur la route. Le mot porno était associé dans tous les contextes à quelque chose de gratifiant et d'agréable. Par exemple, les photos de beaux plats, food porn. Les photos de paysages, nature porn. Les belles cartes, map porn. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Sérieusement, est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça dégueu ou malsain de rajouter porn à la fin d'un mot? Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça rend juste le mot plus moche. Donc pour revenir à l'époque de ma jeunesse, le porno c'était plus que quelque chose de normalisé. C'était quelque chose de banal. Les acteurs étaient vus comme des modèles de masculinité, et les actrices, oh là là, les actrices, mais elles n'étaient pas vues comme des célébrités, elles étaient vues comme des déesses. L'objectif ultime de chaque homme, c'était de se taper au moins une fois dans sa vie une femme comme Nikita Bellucci ou Katsuni. Tout le monde avait sa liste d'actrices favorites. Oh, cite-moi les 3 actrices les plus bonnes. Ok, cite-moi 3 femmes qui se sentent en sécurité avec toi. Alors, en me remémorant cette période, je me souviens que les 2 médias où on parlait le plus de porno, c'était la radio et YouTube. Commençons par la radio. À l'époque, on écoutait beaucoup Énergie. Je sais pas si les jeunes aujourd'hui écoutent encore la radio, mais à notre époque, ça se faisait. Ouais, bon, j'ai l'air d'être un gros boomer en disant ça. Enfin bref, on n'écoutait pas seulement Énergie pour la musique, hein. Musique qui était d'ailleurs au passage la meilleure de tout le 21e siècle, aucune autre n'arrive à la cheville des années 2010. Non, tais-toi, j'ai raison et toi t'as tort. Retourne écouter Lucas ici si ça te fait plaisir, espèce de zoomer accro à TikTok. Non, on écoutait aussi pour ces émissions qui passaient le matin, en début de soirée, après les cours et le soir. Respectivement, Manu, Koé et Guillaume. Oui, oui, ce Guillaume, vous le connaissez des interviews légendes. Moi, je le connaissais quand il faisait encore de la radio. Ils avaient des émissions de canulars au téléphone, des anecdotes, des jeux, mais ce qu'on attendait tous d'écouter, c'était les histoires de cul. Alors je sais pas si les animateurs de l'époque n'étaient pas conscients que les enfants écoutaient leurs émissions, ou s'ils en avaient juste rien à foutre, mais ils en parlaient ouvertement. Ça racontait les anecdotes sexuelles, ça donnait des conseils de sexe, ça parlait des préférences sexuelles, et le tout dans les détails. Attention, il n'y avait rien d'éducatif là-dedans. Non, c'était plutôt ambiance PMU un jeudi soir quand ma femme n'est pas là. C'était plutôt ce genre-là d'humour. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y avait une loi qui disait qu'on n'avait pas le droit d'en parler avant 22h. Pfff, tu parles. Ils en avaient rien à foutre. Ils en parlaient toute la journée. Ils gardaient simplement les histoires les plus croustillantes pour la fin de soirée. Et ça ne choquait personne. Alors je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais à mon époque, c'était comme ça. L'autre média qui nous a indirectement fait de la propagande pro-porno en masse, c'est YouTube. Je sais pas si vous vous souvenez de YouTube de la première moitié des années 2010, mais en termes de porno, c'était open bar. Il faut savoir qu'à l'époque, YouTube n'était pas aussi strict en termes de monétisation qu'aujourd'hui, donc ça posait pas de problème. En fait, les youtubeurs de l'époque avaient encore un humour très humoriste de scène ou stand-up, donc pour un public un peu plus mature. Nous, on regardait ça quand on était encore très jeunes. Et autant chez la radio, ils étaient peut-être indifférents à l'âge de leurs auditeurs, autant sur YouTube, je pense sincèrement que les youtubeurs n'étaient juste pas conscients que des enfants regardaient leur chaîne. Je pense ça parce qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de ça avec autant de décomplexion
sur le YouTube moderne. Alors la démonétisation joue peut-être aussi, mais je crois aussi qu'aujourd'hui tout le monde, que ce soit les YouTubeurs, le public et YouTube eux-mêmes, savent que des personnes très jeunes peuvent tomber sur n'importe quel contenu qui n'a pas de limite d'âge. Alors pour vous montrer à quel point ça a changé, je vais vous montrer quelques extraits de sketchs qu'on gardait à l'époque pour vous montrer ou vous rappeler de quoi je parle. D'accord. En vrai, je regarde le tennis. Féminin. En fermant les yeux. Cochonne. Big tits, bukake, youporn. Tu dis quoi, Norman? Ah non, rien là. Je révisais mes cours. Et comment tu fais pour Snapchat alors? Je peux plus y aller. Oh le bad, et pour les sites porno? C'est contagieux ou pas? Aujourd'hui, la FAB, c'est la meilleure école pour étudier la pornographie. De l'érotisme soft au trash hardcore. Oh non! Non, putain, non! Non, dégueulasse! Et Golden Shower? Il faut vraiment que j'arrête Internet quand je rentre bourré. C'est un site de douche imitation or. T'es sérieux? Tu peux pas comprendre, Katie, cette vidéo-là. C'est un boucaquet interracial. Et tout ce que je vois, c'est un pixel noir, un pixel blanc et un pixel marron. Écoute-moi chérie, je veux pas t'entendre dire ça, d'accord? Je sais ce que tu vis. Moi ça fait 12 heures que je me suis pas branlé devant une asiate qui se prend une éjac faciale par 3 mecs différents. On est dans la même galère. Voilà. Belle époque, hein. Et encore, j'aurais pu vous montrer des trucs plus trash. Je me souviens même d'une vidéo, alors je sais plus si c'est du Studio Bagel ou de Golden Moustache, je crois que ça s'appelait Porno pour aveugles ou un truc comme ça. Alors, cette vidéo a été supprimée de YouTube aujourd'hui, mais en gros, on voyait des vraies scènes de films porno, hein, je me rappelle bien. Alors, les angles de caméra faisaient qu'on voyait pas les parties, mais on voyait tout le reste. Voilà, si jamais, aujourd'hui, les vidéos sur YouTube, comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure, elles ont limite d'âge. Mais à l'époque, tout le monde regardait ça. À l'époque, il n'y avait pas de limite d'âge. Des enfants regardaient ça. J'insiste sur le mot enfant, parce que même si moi, quand je voyais ça, j'étais au collège, t'en as qui regardaient ça à l'école primaire. Et quand vous critiquiez tout ça, que ce soit le contenu à la radio ou sur YouTube, on vous traitait soit de rabat-joie, soit de coincé, soit de puceau, soit de réac. Donc on était obligé de fermer notre gueule. Et moi dans tout ça? Eh ben figurez-vous que le porno, je suis tombé dedans bien plus tard. Au collège, tous les mecs de ma classe, en tout cas presque tous, en regardaient déjà régulièrement et étaient déjà accros. Mais moi je trouvais ça, comment dire, pas dégoûtant, mais repoussant. À cet âge-là, les hormones avaient déjà frappé, mais quand même, c'était pas un truc qui m'attirait. Je ressentais pas le besoin d'avoir un support visuel pour... Enfin, vous voyez, la première fois où j'ai regardé du porno non accidentellement, donc de ma propre initiative, j'avais 18 ou 19 ans. Oui, j'en entends qui viennent de bondir de leur chaise, vous avez bien entendu, 18 ou 19 ans. Et pourquoi je l'ai fait à ce moment-là et pas avant? Parce que, en fait, à cette époque-là, des mecs de ma classe avaient partagé dans notre groupe un lien vers un calendrier de l'avant porno. On était en décembre donc, et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, de lien en lien, j'ai réussi à trouver le site de ces actrices. Alors, encore plus étonnant, je suis pas devenu accro tout de suite. Je savais déjà que regarder ça trop souvent, ça serait pas bien pour moi. J'avais une intuition que c'était pas quelque chose que je devais regarder à chaque fois que j'ai une envie qui vient. Je m'étais même imposé une limite de visionnage d'un seul visionnage par an. Oui, par an. Mais à mesure que les années passaient et que ma santé mentale dégringolait, pour d'autres raisons, je me suis mis à en regarder de plus en plus souvent. Je m'inventais des excuses, comme quoi c'était pour déstresser, et que c'est pas si grave, étant donné que tout le monde le faisait, et que ça ne semblait pas leur faire de mal. Alors la limite a baissé. Une fois par an, c'est devenu une fois par semestre, puis par mois, puis par semaine, puis par jour. Et avant que je m'en rende compte, j'avais atteint le point de non-retour. Mais c'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte que le porno me faisait plus de mal que de bien. Je ressentais du plaisir que pendant un court instant de la journée, avant que tout s'évapore en un instant, et que je me rende compte de ma misère. C'est là que j'ai su qu'il fallait que j'arrête. Et certaines personnes vont me dire c'est pas compliqué, si tu veux arrêter le porno, il suffit de pas regarder. Oui, c'est vrai. Mais comme n'importe quelle addiction, c'est pas si simple que ça. Comme je l'ai dit, les effets du porno sur notre cerveau, c'est quelque chose de puissant, de chimique. Alors oui, certaines personnes réussissent à arrêter du jour au lendemain, mais la plupart des personnes n'y arrivent pas. D'ailleurs, la plupart des personnes accros sont tellement désespérées qu'elles choisissent le déni. Elles choisissent toutes les excuses déjà évoquées. Sauf que le problème avec le déni, c'est que ça dure pas éternellement. Plus tu repousses le problème, plus tu vas te le reprendre de plein fouet dans la figure. Mais comment j'ai fait pour arrêter du coup? Combien de temps est-ce que ça m'a pris? Pour les façons que j'ai eu de m'en sortir, je vais en parler en détail après. Mais ça n'a pas été un processus linéaire. Je m'en souviens avoir noté chaque rechute. Des fois je tenais 1 mois, des fois 1 jour. Des fois 3 semaines, des fois 2 mois. Ça variait énormément. Mais au bout d'un moment, ça finit par payer.
le temps entre les rechutes s'élargissait progressivement. Pendant un an, j'avais progressivement rechuté de moins en moins. Jusqu'à l'année 2024, au début de laquelle j'avais pris la résolution d'arrêter le porno définitivement. Et ça a marché. Aujourd'hui, à l'heure où j'écris cette vidéo, ça fait 1 an et 1 mois que je suis sobre du porno. Et alors des fois, il m'arrive encore de tomber sur du soft. On va voir la définition de porno soft plus tard. Mais ça m'arrive de moins en moins parce que j'arrive beaucoup mieux à y résister et parce que j'ai réussi à conditionner mon cerveau de sorte à ce qu'il associe ça à quelque chose de mauvais. Alors si mon addiction au plus fort n'a duré que 2 ans chez moi, beaucoup de personnes que je connais n'ont pas eu cette chance. Beaucoup sont accros depuis leur adolescence ou préadolescence et ont depuis longtemps abandonné l'idée d'arrêter. Certains sont même déjà accros même avant l'âge de 10 ans, un âge où les hormones ne se sont même pas encore développées. J'ai même des amis qui m'ont raconté qu'à un âge, ils regardaient ça 3 fois par jour. Un pote à moi m'a raconté que quand il était ado, il sacrifiait des heures de sommeil tant il pouvait pas s'en passer. En plein milieu de la nuit, il sortit son ordi ou son téléphone pour se masturber devant du porno, puis quand il avait fini, il allait se nettoyer aux toilettes, puis il recommençait pendant encore 2 rounds. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Vous voyez pourquoi je prends pas ce sujet à la rigolade? Et du coup, j'ai fait comment pour arrêter. Vous inquiétez pas, on arrive enfin à la partie de la vidéo que vous attendiez tous, mais avant, on va voir qu'est-ce que c'est concrètement arrêter le porno. On parle pas d'arrêter la masturbation, mais seulement le porno. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette catégorie? Qu'est-ce qu'on a le droit de regarder ou pas? En fait, la réponse est très simple. L'objectif pour vous débarrasser de votre addiction, c'est de se débarrasser de tout support visuel. Je vais vous montrer un petit tableau pour mieux expliquer ça. Alors, on se retrouve du coup sur un petit tableau Excel des familles que j'ai fabriqué. Voilà, j'espère que vous arriverez à lire. En gros, on va différencier tous les supports visuels en 3 catégories. Le porno hard, le porno soft et ce qui n'est pas considéré comme du porno. Alors voilà, vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Je vais expliquer un peu tout ça en détail. Alors, déjà, dans tout le porno hard, c'est ce qu'on appelle le porno normal. C'est quand vous pensez à des vidéos porno, c'est voilà, c'est ça en fait. Voilà, des films, des vidéos ou des clips non censurés. Voilà, la base, quoi. Je mets aussi dedans le hentai et les BD porno, pour des raisons évidentes. Quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes, les romans et nouvelles érotiques. Voilà. Je parle pas de romans où il y a des scènes de sexe, hein, mais vraiment des trucs où vraiment c'est le thème. Hein, le thème de base du roman, c'est le smut, le spice, appelez ça comme vous voulez. Je sais pas, hein, je suis pas je suis pas ce genre de lecteur. Hein, voilà. Ensuite, les IA, voilà. Quelque chose qui se répand de plus en plus dans le milieu du porno, que j'ai déjà évoqué. Ça, évidemment, ça compte. Et en fait, j'oublie certaines catégories, c'est pour ça que j'ai écrit n'importe quel support visuel avec les parties visibles et ouvertement à but pornographique. Ensuite, dans la catégorie soft, on met les films, vidéos et clips censurés, donc avec des barres noires ou du foutage. Les modèles Instagram, voilà, en lingerie, en maillot de bain, en petite tenue, parce qu'évidemment, sur ces posts, on va pas se le mentir, c'est pas le maillot de bain qu'on veut montrer. Ensuite, le ecchi. Alors, le ecchi, c'est du porno soft, mais en manga. Voilà, c'est un peu comme du hentai, mais en moins extrême, en moins explicite, on va dire. Ensuite, l'IA censurée. Voilà, comme l'IA dont je vous ai parlé avant, mais avec la censure. Ensuite, les clips de scènes de sexe dans les films. Alors, pas dans les films porno, les films normaux, où là, vous allez pouvoir avoir certaines scènes qui sont clippées et mises sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça compte comme du porno soft, parce que ça reste un support visuel. Donc en fait, voilà, n'importe quel support visuel à but pornographique ou semi-pornographique, mais avec les parties cachées, ça compte dans le porno soft. Ensuite, ce qui n'est pas du porno, ça va être votre imagination. Et éventuellement, si vraiment vous avez du mal avec l'imagination, vous pouvez vous souvenir de scènes de sexe que vous avez vues dans les films. Voilà, si vraiment vous avez du mal. Mais attention, on parle de souvenirs. Hein. Vous n'avez pas revisionné les scènes. Alors, si jamais j'ai oublié une catégorie et que vous vous demandez où est-ce qu'elle rentre, alors, je suis désolé, mais là, vous cherchez des excuses. Alors, soit elle rentre dans la partie du porno hard, soit dans la partie du porno soft. Ah oui, une dernière chose, si jamais vous me dites « Oui, mais si je regarde du porno sans me toucher, est-ce que ça compte ?» Oui, ça compte. C'est même l'une des plus grosses conditions de rechute. Que vous le fassiez ou non en regardant, de toute façon, les effets sont les mêmes sur le cerveau. Donc oui, juste regarder, ça compte.
Donc maintenant qu'on a un objectif en tête, je vais enfin vous donner mes méthodes qui m'ont aidé à me débarrasser de mon addiction. Voilà, je vous mets la liste complète si jamais vous voulez faire une capture d'écran. C'est bon? Ok, on y va. S'il y a bien un conseil que vous devez suivre, si vous deviez arrêter la vidéo après le conseil numéro 1 et ne plus jamais revenir dessus, c'est bien celui-là. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites la distinction entre le porno et la masturbation. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut complètement arrêter la masturbation, seulement d'arrêter le porno. Vous pouvez continuer à le faire, mais simplement sans porno, sans support visuel, comme j'ai expliqué avant avec mon tableau. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a une célèbre expression que je n'ai jamais employée jusqu'à maintenant, celle du nofap. Nofap, ça veut littéralement dire ne pas se branler, ou un truc comme ça. Je commence par ce point parce que souvent, quand je parle à des gens et que je leur dis que j'ai arrêté le porno, ils me demandent « Ah bon, tu pratiques le nofap ?» Alors pour ceux qui ne savent pas, le nofap, c'est un mouvement hyper répandu qui séduit de plus en plus de personnes et qui, enfin de plus en plus, j'en sais rien, mais qui séduit beaucoup de personnes et qui est selon moi une initiative stupide et contre-productive. Pour eux, c'est pas seulement arrêter le porno, c'est arrêter la masturbation totalement, du jour au lendemain. Et en fait, pourquoi je dis que c'est stupide et contre-productif? Parce que non seulement cette pratique, elle fait l'amalgame entre le porno et la masturbation, en demandant justement à ses adeptes d'arrêter les deux en même temps, mais en plus, elle joue avec le sentiment de culpabilité et de honte des adeptes, en leur forçant à noter chaque rechute et à remettre à zéro leur compteur de sobriété. On va revenir plus tard sur la stupidité de ce truc de retour à zéro. Je vois plein de mecs sur YouTube ou Discord, des gamins de 17 ans ou moins, qui ont créé leur chaîne de développement personnel et qui sont en mode... c'est surtout des anglophones, ils sont en mode « Oh guys, I'm on nofap, I'm so happy now guys, I'm like on nofap since like a month bro ». Et juste après, quand ils auront inévitablement rechuté, ils sont en mode « Oh guys, I relapsed, I don't know why, I did every advice on how to not relapse, bro, what the fuck ». J'ai beaucoup trop regardé ce genre de vidéos, j'en peux plus. Je vais vous dire une chose. Arrêter le porno et la masturbation en même temps, c'est comme demander à un alcoolique d'arrêter l'alcool et les boissons gazeuses, énergisantes, sucrées et tout ce qui n'est pas de l'eau en fait. On est d'accord, personne ne va y arriver. Avec le nofap, c'est pareil. Vous n'allez pas réussir à arrêter les deux. À part peut-être si vous avez une discipline de moine bouddhiste, mais ça m'étonnerait que ce soit votre cas. La masturbation, ça a peut-être aussi ses problèmes, mais c'est pas dangereux comme le porno. Alors si votre objectif à long terme c'est d'arrêter le porno et la masturbation, alors allez-y, faites-le, je vais pas vous en empêcher, mais arrêtez d'abord le porno et ensuite vous passerez à l'étape d'après. Arrêter les deux en même temps, ça ne marchera pas et c'est contre-productif. Je suis sûr que la plupart des gens qui ont essayé d'arrêter le porno et qui ont échoué, et qui du coup ont abandonné l'idée d'arrêter, ils l'ont fait parce qu'ils ont essayé d'arrêter la masturbation en même temps. Donc retenez bien ça, vous allez juste arrêter le porno, pas la masturbation. C'est bon, vous pouvez souffler, on continue. Ensuite, en deuxième, prenez conscience de votre libre arbitre. Je vais vous dire une chose, il y a un truc qui ne change pas dans toutes les cures de désintox, c'est le mental. Les médecins vous le diront, que ce soit pour arrêter l'alcool, la drogue ou la clope, il y a des produits, des substituts, des régimes, des médicaments qu'on peut prendre. Mais c'est pas ça qui va effacer l'addiction, c'est juste des produits qui vont permettre de faciliter le voyage. Le plus gros de l'effort, c'est le patient lui-même qui doit le faire. Le plus gros effort, c'est le mental. Et du moment que la personne a sincèrement envie d'arrêter et qu'elle est prête à tout mettre en œuvre et à résister, là, le processus de guérison va véritablement s'enclencher. À partir du moment où la personne prend conscience de son libre arbitre et qu'elle se rend compte qu'elle a la capacité mentale à dire non, une grande partie du sevrage est déjà terminée. Avec le porno, c'est la même chose. Du moment où vous vous rendez compte que vous avez au fond de vous la force d'arrêter, ça devient beaucoup plus facile. En fait, si vous voulez simplement arrêter le porno, vous pourrez même vous arrêter à ce conseil-là. Tous les autres sont des conseils pour réduire la tentation d'une rechute. Votre libre arbitre sera celui qui vous empêchera concrètement de continuer de replonger dans votre addiction. Et là, je vois déjà les nerds de philosophie me dire Spinoza, il a dit qu'on n'avait pas de libre arbitre parce qu'on l'emmerde, Spinoza, d'accord? On l'emmerde. Vous êtes libre. En troisième, identifiez les conditions de rechute. Maintenant, pour ne plus être tenté et éviter les rechutes, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la première chose que vous allez faire, c'est identifier les conditions de rechute. Prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui vous fait rechuter plus facilement? Est-ce que c'est ce que vous voyez sur votre téléphone? Est-ce que c'est sur votre ordinateur? Est-ce que c'est dans votre chambre? Ailleurs? À quel moment de la journée? Est-ce que ça arrive seulement quand vous êtes seul ou pas? Est-ce que ça arrive quand vous vous sentez seul, déprimé, ou quand vous avez passé une mauvaise journée? Ou est-ce que c'est autre chose? Prenez vraiment le temps de répondre à ces questions. En identifiant la cause, le lieu ou le moment de la journée où ça arrive le plus, vous allez permettre de bloquer plus facilement les choses qui vous mènent à la rechute, ou les conditions qui vous mènent à la rechute. Est-ce que c'est quand vous êtes dans votre lit? Alors arrêtez, dans ce cas, de regarder vos téléphones sur votre lit. Est-ce que c'est en rentrant de l'école ou du travail?
Dans ce cas, remplacez le porno avec une autre habitude à la même heure. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez besoin de ça avant d'aller dormir? Alors éteignez votre ordinateur 1 heure avant d'aller vous coucher et lisez un livre. Est-ce que c'est un réseau social en particulier qui provoque cette envie? Bloquez ce réseau s'il n'est pas indispensable, et sinon restreignez les heures d'utilisation ou utilisez la version web. Vous voyez où je veux en venir? En cassant les habitudes, vous allez réduire énormément les chances de rechute. Ensuite, faites un sevrage progressif. Autrement dit, ne faites pas comme les no-fappers, arrêtez avec cette histoire de compteur que vous allez remettre à zéro. Si vous notez le nombre de jours sans porno et que ce nombre redescend à zéro à chaque rechute, ça va vous démoraliser et c'est totalement contre-productif. Imaginons que vous avez réussi à tenir 3 mois, un record. Et là, pour une raison X ou Y, vous rechutez. Vous rechutez une seule fois et le compteur est remis à zéro. 3 mois d'efforts réduits en fumée. On est d'accord, c'est hyper démoralisant. Ça vous fait croire que tout ce que vous avez fait pendant 3 mois n'a servi à rien. En fait, une grosse erreur que beaucoup de gens font, c'est de vouloir arrêter le porno d'un coup, du jour au lendemain. Spoiler, il y a très peu de chances que ça marche. Parce que vous ne vous aurez pas préparé pour ça. Ça va juste favoriser les rechutes. À la place, vous allez faire un sevrage progressif. Au lieu de compter les jours depuis votre dernier porno et culpabiliser après chaque remise à zéro du compteur, vous allez noter combien de fois par mois vous avez rechuté. Comme ça, au bout d'un moment, sur le long terme, vous voyez le progrès que vous avez fait. Notez-le dans un calendrier, par exemple. Comme ça, vous voyez chaque mois le nombre de fois où vous avez regardé du porno. Vous allez avoir mois 1, 3 fois. Mois 2, 4 fois. Mois 3, 1 fois. Mois 4, 2 fois. Mois 5, 1 fois, etc. Je donne des chiffres au pif, évidemment, au début ça va être beaucoup plus que ça. Mais avec cette méthode, vous allez avoir une meilleure visualisation de votre progression. Comme ça, au lieu de vous dire à chaque rechute, putain, j'ai rechuté après tout ce temps, j'arrive pas à me contrôler, je suis vraiment une merde, vous allez vous dire, ah, c'est la 2e fois ce mois-ci, mais c'est déjà mieux que la dernière fois, je vais essayer de pas rechuter avant le mois prochain, comme ça je continue sur une bonne lancée. Et j'insiste sur le fait que ce ne sera pas linéaire. Ça va pas passer de 5 fois par mois à 4 fois, 3 fois, 2 fois, etc. Le nombre de rechutes par mois va plutôt ressembler à 5, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 1, quelque chose comme ça. Je le répète, mais le graphique de votre progrès, c'est comme celui du réchauffement climatique. Il ne monte pas comme ça, mais comme ça. Et vraiment, comptez en mois. En semaine, c'est trop court, et en année, c'est trop long. Ensuite, conseil suivant, occupez-vous. Pourquoi vous rechutez? Parce que vous avez des conditions qui favorisent la rechute, oui, on l'a vu, mais sinon, quand est-ce que vous rechutez le plus souvent? Quand vous êtes occupé? Quand vous travaillez ou faites quelque chose? Ou bien quand vous avez rien à faire et que vous scrollez sur votre téléphone sans arrêt? Évidemment, les rechutes arriveront beaucoup plus souvent dans le deuxième cas. Au fond, vous avez déjà la réponse, vous le savez. Vous êtes tenté par le porno soit quand vous êtes stressé, soit quand vous vous ennuyez. Vaincre l'ennui, c'est très simple. Vous allez remplacer une activité, le porno, par une autre. Et pas n'importe laquelle. Il faut que ce soit une activité qui vous fasse plaisir, mais qui soit suffisamment inoffensive. Ah oui, ce serait con de remplacer une addiction par une autre. Si vous avez vraiment trop de temps libre, c'est peut-être le moment de commencer un nouveau jeu vidéo, ou bien une nouvelle série. En fait, vous allez remplacer vos shots de dopamine immédiats par d'autres trucs qui vous génèrent de la dopamine ou d'autres hormones, mais à un rythme plus lent, et sans vous rendre dépendant. Sortez avec des gens, prenez un goûter, faites une sieste, adoptez un animal de compagnie et passez du temps avec lui. Écoutez de la musique. Ou bien prenez simplement une tasse de café ou de tisane et posez-vous près de la fenêtre en regardant ce qui se passe dehors. Là, je sors plein d'exemples au pif, mais trouvez-vous une activité que vous pouvez faire dans les moments où vous vous ennuyez le plus souvent et où vous êtes le plus tenté. Utilisez cette énergie qui vous pousse à regarder du porno pour faire quelque chose de meilleur à la place. Le but, c'est d'avoir des journées remplies où vous n'avez jamais rien à faire, tout en ayant des moments de détente ou de relaxation. Et surtout, dormez bien. Dormez un nombre suffisant d'heures et à des horaires régulières. Ensuite, conseil suivant, entourez-vous de gens. Vous avez sûrement remarqué que vous êtes moins tenté que vous êtes entouré de gens, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues, et que le temps entre deux rechutes est plus long quand vous êtes entouré d'autres personnes. C'est par exemple le cas quand vous partez en vacances à plusieurs. Et à l'inverse, quand vous êtes seul, vous êtes beaucoup plus facilement tenté. Bah oui, aucun risque d'être surpris. Mais c'est pas seulement le risque d'être surpris qui vous décourage à regarder du porno quand les gens sont là, mais c'est aussi que quand il y a d'autres personnes, vous allez faire des choses avec ces personnes. Vous allez interagir, participer, faire autre chose. Vous allez passer beaucoup de temps en groupe et vous allez être stimulé beaucoup plus souvent. C'est en lien avec le conseil précédent qui parlait de vaincre l'ennui. Ici c'est pareil. Alors entourez-vous de gens et passez du temps en groupe. Et là, je sais ce que certaines personnes vont me dire. Oui, je sais, tout le monde n'est pas aussi sociable.
Je sais que tout le monde est devenu allergique au contact social depuis la pandémie. Je vous demande pas de faire des grosses soirées H24 ou de vivre autour de 20 personnes en permanence. S'entourer de gens, ça peut être 2-3 personnes. Ça peut être vivre ou travailler dans le même appart, mais pas forcément dans la même pièce. L'idée, c'est de se voir et de se parler régulièrement, et ça, c'est plus important que le nombre de personnes que vous allez côtoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, conseil suivant, bloquez le plus de contenu. Un autre excellent moyen, c'est de restreindre vous-même votre propre accès au porno. Que ce soit sur votre ordi ou sur votre téléphone, l'objectif, ça va pas seulement être de bloquer les sites et les applis où vous regardez ça, mais aussi n'importe quel site ou réseau social qui vous donne envie ou qui donne accès à des liens vers du porno. Typiquement, dans mon exemple, dans mon cas, c'était Instagram. Et sur Instagram, certains profils avaient des liens, pas seulement vers OnlyFans, mais aussi vers Telegram ou vers Twitter, ou X maintenant. Donc là où il y avait du contenu sans censure. Ce que j'ai fait, c'est d'abord me déconnecter de Twitter, pour avoir la limite d'âge imposée par défaut, puis j'ai restreint les heures d'Instagram progressivement avec une appli, avant de complètement la désinstaller et n'utiliser que la version web quand j'en avais besoin. Donc vous allez restreindre et réduire l'utilisation de ces applis, mais vous allez aussi bloquer tout le contenu possible. Pour ça, je vous conseille l'appli Stay Focus, qui marche très bien. Alors dans la mise à jour la plus récente, il y a même une fonctionnalité pour bloquer les shorts ou les formats TikTok, quel que soit le réseau, et ça c'est très pratique. Sinon, il y en a d'autres, il y a Porn Blocker, Blocker X ou Bulldog Blocker. Par contre, ceux-là, je suis pas sûr qu'ils existent encore tous, et je crois qu'il y en a qui sont payants, mais vous pouvez vérifier par vous-même. Attention cependant à ne pas vous appuyer uniquement sur ce conseil-là, donc de tout bloquer. Parce que cette technique a deux failles. D'abord, vous avez installé vous-même le bloqueur, donc vous savez comment l'enlever. Et de deux, certains bloqueurs sont trop rigides ou intrusifs, donc ça va être contre-productif et tout ce que vous aurez envie, c'est de le désinstaller le plus possible. Donc faites attention. Après, cette méthode ne s'appuie pas que sur les bloqueurs, hein, je le précise quand même, mais si c'est pas déjà fait, mais désabonnez-vous de tous les modèles sur les réseaux sociaux qui vous servent de stimuli visuels. Et si on vous les recommande, par exemple sur Instagram ou sur Snapchat, bloquez-les. Cliquez sur pas intéressé, masquez le contenu, ou je sais pas comment ça s'appelle. Bloquez-les, même si on vous en recommande 50. L'algorithme est vicieux. Alors si vous prend pour un con, jouez au con et bloquez-les tous. Bloquez tous les comptes Pornosoft un par un. Ensuite, numéro 8, ayez un mode de vie plus sain. Bon, je pense celui-là, vous y attendiez avec tout ce que je viens de vous dire. L'idée, c'est d'avoir un mode de vie plus sain et régulier. Dormez suffisamment, mangez mieux, faites du sport, ayez une routine régulière. Voilà, je ne vous demande pas d'avoir la routine de rêve et d'avoir une discipline militaire, mais essayez au moins de faire mieux que ce que vous faites maintenant. Vous allez beaucoup moins ressentir ce manque qui vous pousse à regarder du porno quand vous avez un mode de vie plus sain et plus équilibré, tout simplement parce que vous serez mieux dans votre peau et que vous serez plus en forme. Ensuite, conseil numéro 9, très important, celui-là, remplacez votre addiction par un autre passe-temps. Comme je l'ai dit dans la partie où je vous conseille d'avoir des journées occupées, vous allez vous trouver des activités quand vous n'avez rien à faire. Mais parmi elles, je vous conseille de trouver une activité qui va jouer un peu le rôle de catharsis, qui va vous permettre de transférer toutes vos émotions, votre stress, votre énergie négative et votre envie ailleurs que sur du porno. En gros, quand vous serez très tenté, vous allez à la place vous réfugier dans ce passe-temps de secours. Comme dit avant, il faut que ce soit quelque chose de suffisamment stimulant pour garder votre attention, mais pas trop nocif pour vous, pour que ça devienne une addiction ou que ça vous prenne trop de temps. Typiquement, dans mon cas, j'ai choisi les jeux vidéo. Alors je suis pas un gros gamer, en tout cas plus aujourd'hui, mais à chaque fois qu'une envie me prend et que je me retrouve seul ou que je suis tenté, je vais à la place ouvrir un jeu et me lancer dessus pendant un certain temps, le temps que l'envie disparaisse. Et si je peux pas le faire tout de suite, je me mets à penser au jeu, ou alors j'imagine que tout ce que je vais faire dessus, au lieu de laisser les milliers d'images de porno que j'ai déjà vues envahir ma tête. Là, les jeux vidéo, c'est juste un exemple, vous pouvez vous trouver une autre activité qui peut vous secourir comme ça, parmi tous les exemples que j'ai déjà cités. Numéro 10, désexualisez votre cerveau. Le problème avec le porno, c'est que plus vous en regardez, plus vous allez vous mettre à tout sexualiser autour de vous. Au bout d'un moment, votre cerveau va associer le sentiment d'ennui, de stress et de solitude avec des envies de sexe, parce que c'est durant ces moments-là que vous cédez le plus souvent. Donc pour désexualiser votre cerveau, il ne faudra pas seulement faire ce travail que j'ai décrit, donc de faire en sorte de ne pas prendre l'habitude de sauter sur du porno à la moindre émotion négative, mais aussi remplacer le porno par une autre habitude de réconfort. Vous allez voir, l'addiction peut disparaître au même rythme où elle s'est développée. Vous pouvez ainsi créer un cercle vertueux où moins vous regardez du porno, moins vous avez envie et mieux vous vous portez. Mais surtout, une dernière chose, dissocier l'envie de porno avec l'envie de sexe. C'est peut-être très proche, mais c'est pas la même chose.
Si vous ne dissociez pas les deux, vous pourriez céder facilement au porno en pensant assouvir une envie de sexe, ou à l'inverse réprimer mentalement de toute votre force une soudaine pensée sexuelle en pensant qu'elle vient du porno. Dans le deuxième cas, c'est pas si grave, ça arrive à tout le monde d'avoir une pensée intrusive qui traverse vos têtes de temps en temps. Voilà, vous êtes dans le bus, ça vibre, ça arrive à tout le monde. Et croyez-moi, vous arriverez beaucoup plus à vous débarrasser d'une pensée intrusive érotique en n'associant pas ça au porno que dans le cas contraire. Parce que si vous pensez directement au porno, toutes les images vont vous revenir en tête au point où pour votre cerveau, c'est comme si vous en regardiez directement. Donc faites vraiment ce travail de désexualisation, ça aide énormément. Numéro 11. Parlez avec d'autres gens qui ont le même problème. Au départ, quand j'ai commencé à être conscient de mon addiction, c'est pas quelque chose que j'ai crié sur les toits. Comme on pouvait s'y attendre, j'en avais honte. Je pensais que mon problème était rare et isolé. Je pensais que la plupart des gens étaient soit pas du tout accros au porno, qu'ils en regardaient jamais, ou qu'ils arrivaient à se contrôler. Soit qu'ils en regardaient régulièrement, et que ça ne leur posait aucun problème. En réalité, je l'ai appris plus tard, énormément de personnes sont conscientes de leur addiction au porno, et aimeraient s'en sortir. Donc si parmi vos amis vous abordez à un moment le sujet, et que vous vous rendez compte que certains ont le même problème, alors parlez avec eux. C'est le meilleur moyen de s'échanger des conseils, mais c'est aussi tout simplement réconfortant de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on peut s'en sortir ensemble. Alors, ça a peut-être l'air un peu niais ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Pourquoi rester seul au fond du puits quand vous pouvez vous tirer mutuellement vers le haut ? Numéro 12. Conditionnez votre cerveau pour associer le porno à quelque chose de mauvais ou de dégoûtant. Pour ce point-là, je vais aussi prendre un exemple personnel, mais cette fois dans un autre contexte que le porno. À une période de ma vie, quand je vivais seul, je commandais des fast-food sur Deliveroo hyper souvent, mais genre vraiment. 1 à plusieurs fois par semaine, je commandais McDo, kebab, sushi ou tacos, parce que j'avais la flemme de cuisiner. Le pire, c'est que, alors c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais en fait j'ai un métabolisme qui fait que même quand je fais pas de sport, je prends jamais du poids. Mais genre jamais. Donc je m'empiffrais de trucs dégueux pour la santé régulièrement, parce que j'avais la flemme de cuisiner, en me disant indirectement, je m'en fous, de toute façon je grossirais pas. Et au bout d'un moment, comme je savais que ce soit prise de poids ou non, ce truc c'était quand même mauvais pour la santé, j'ai décidé d'arrêter cette habitude. Et je dis habitude et pas addiction, parce que contrairement au porno, j'ai eu beaucoup moins de mal à arrêter. Je me suis imposé une limite d'1 fois par mois, et après une journée particulière, comme un examen par exemple, étant donné que j'étais étudiant à l'époque. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben non seulement j'ai associé le fast-food à une récompense, mais en plus mon cerveau s'est conditionné tout seul en associant le fast-food à quelque chose de mauvais ou de repoussant. Je sais que comme ça peut paraître contradictoire, mais ça marche. Par exemple, quand je voyais une pub pour un burger, avant ça me faisait saliver, et maintenant ça me donne plus du tout envie, même plutôt le contraire. Et aujourd'hui j'en mange encore plus rarement que quand je me suis imposé cette limite. Et quel rapport avec le porno, vous allez me dire ? Eh bien, en fait vous allez faire la même chose avec votre addiction. Vous allez faire en sorte de conditionner votre cerveau pour associer le porno avec quelque chose de dégoûtant ou de mauvais. Comme ça, au bout d'un moment, si vous tombez accidentellement sur du porno ou si des images vous reviennent en tête, votre premier réflexe va être de vous débarrasser de ce que vous voyez le plus vite possible, là où avant vous continuiez de regarder avec envie. La seule différence ici, c'est que vous n'allez pas associer le porno avec une récompense, surtout pas, mais uniquement avec quelque chose à fuir. Numéro 13, mettez en place un système de récompense et de punition. Alors au bout d'un moment, vous allez mettre en place, comme c'est dit dans le titre, un système de récompense et de punition. Le principe, c'est que tous les jours où vous cédez au porno, vous allez vous punir, et les records de jours sans porno, vous allez vous récompenser. Pour ce qui est des récompenses, vous allez choisir un palier de jours où vous n'avez pas regardé le porno, par exemple tous les 50 jours, ça peut être moins, et du coup tous les paliers de jours depuis votre dernière rechute, pour fêter le fait que vous n'avez pas cédé, pour fêter un nouveau record, vous allez vous récompenser. Par exemple en vous achetant un truc que vous aimez, ou en vous commandant, en préparant votre plat préféré, le fameux cheat meal, comme on dit dans le sport. Voilà, en faisant un achat compulsif, quelque chose comme ça. A l'inverse, les jours où vous cédez et où vous regardez du porno, vous allez vous infliger une punition. Une punition, bien sûr, proportionnelle à votre erreur. Il ne faut pas que ce soit trop sévère, mais il ne faut pas que ce soit trop léger non plus. Moi, par exemple, ce que je faisais, c'est que je sautais un repas. Alors attention, je vous préviens juste, moi, niveau santé, ça ne me posait pas trop de problèmes, étant donné que de base, je mange beaucoup, et je prends 3 repas par jour. Mais évidemment, choisissez ce type de punition uniquement si ça vous convient. Évidemment, ne le faites pas si vous souffrez d'un trouble d'alimentation. Ne vous mettez pas en danger. Le but, c'est de conditionner votre cerveau à associer le porno à une punition, pas à vous automutiler ou à nuire à votre santé. Surtout pas. Je le répète, choisissez quelque chose de proportionnel. Choisissez quelque chose de pénible, mais pas quelque chose de dangereux. Mention honorable. Alors avant de passer à la fin, quelques mentions honorables de petites techniques qui peuvent parfois aider à calmer des petites envies. Vous pouvez par exemple manger des trucs amers, comme du chocolat noir, des noix ou des trucs comme ça.
Vous pouvez aussi choisir de vivre votre sortie de votre addiction comme une aventure, un peu comme le ferait un personnage de shonen. Vous pouvez aussi associer votre sevrage du porno avec un autre objectif. Sinon, je vous conseille aussi en général de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux. De toute façon, avec ce qu'on trouve dessus aujourd'hui, ça peut que faire du bien. Et je vous conseille aussi de ne plus trop utiliser votre téléphone quand vous êtes sur votre lit. Dernière technique, alors celle-là, elle est pour les filles, et c'est une fille qui m'a donné ce conseil, alors laissez-vous pousser les ongles. Apparemment, ça marche bien, vu que vous allez être moins tenté, étant donné que ça va faire plus mal quand... Enfin, vous voyez quoi, je vais pas vous faire un dessin. Après, je sais pas si ça marche, hein. À vous de voir, à vous d'essayer. Et enfin, numéro 15, ne perdez pas espoir. Dernier conseil, et pas des moindres, ne perdez pas espoir. Je vous préviens d'avance, hein, vous allez échouer plein de fois, vous allez rater plein d'objectifs. Arrêter le porno, c'est pas quelque chose de linéaire, vous allez plusieurs fois revenir au point de départ. Et c'est là qu'il faut pas abandonner. Quand un bébé apprend à marcher, est-ce qu'il décide d'abandonner quand il trébuche? Quand vous avez appris à faire du vélo, est-ce qu'à chaque fois que vous êtes tombé, vous vous êtes dit « Putain, je suis une merde, je vais jamais y arriver ?» Non, évidemment. Donc préparez-vous à l'avance à échouer, et à échouer plusieurs fois. Mais c'est en persévérant que vous allez y arriver. Vous savez, moi, au bout d'un certain temps, à chaque fois que je cédais, je me disais plus « Je vais pas y arriver ». Mais je me disais « Je vais y arriver, un jour je vais y arriver ». Mais comment? Ayez cette mentalité. Ne vous laissez pas abattre par le moindre échec. Vous pouvez y arriver et vous allez y arriver. Voilà, c'était mes 15 conseils pour arrêter définitivement le porno. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres techniques, je suis curieux. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me raconter votre expérience dans les commentaires, ce serait cool si on se raconte chacun notre périple et où on en est un peu dans notre sevrage ou notre guérison. J'espère vraiment pouvoir aider le plus de gens possible avec cette vidéo. Moi, pour m'en sortir, j'ai vraiment dû trouver des techniques un peu à droite à gauche ou en inventer moi-même. Et je me suis dit qu'une vidéo longue qui compile tout ce qui m'a aidé et toutes les raisons pour lesquelles le porno est quelque chose à chasser de votre vie, ça peut, je trouve que ça peut vraiment avoir beaucoup d'impact. Et pour finir, je vous invite à réfléchir à ce que pensera votre vous du futur quand il aura arrêté le porno. Comme ça, quand vous aurez atteint ce stade, vous pourrez regarder en arrière et contempler tout le travail que vous aurez fait. Votre vous du futur vous remerciera d'avoir arrêté. Votre conjoint ou futur conjoint vous remerciera d'avoir arrêté. Vos enfants ou futurs enfants vous remercieront d'avoir arrêté. La société qui viendra après la nôtre vous remerciera d'avoir arrêté. Dites-vous qu'il y a 70 ans, c'était la cigarette qui était aussi influente que le porno. À l'époque, c'était elle qui était partout. Fumer, c'était la norme, pour tout le monde. Partout dans le monde. C'était un signe de modernité et d'émancipation, alors que les risques pour la santé, qui étaient bien connus, hein, ils étaient pas cons les gens, mais ils étaient ignorés volontairement. C'était les gens qui ne fumaient pas qui étaient les marginaux. Même les médecins recommandaient de fumer. Vous avez sûrement tous vu la vidéo de Lina avec le mec qui dit « Ah bah les non-fumeurs n'ont qu'à s'en aller » ou un truc comme ça. Et regardez aujourd'hui. Les effets sur la santé de la clope sont connus de tout le monde, l'accès est de plus en plus restreint et de moins en moins de gens commencent à fumer. Je suis sûr qu'un jour on arrivera à faire la même chose avec le porno. Ça va être long et compliqué, mais je suis sûr qu'on peut y arriver. Vous pouvez y arriver. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle est peut-être un peu longue, mais je préférais avoir un résultat travaillé plutôt qu'un format court. J'espère que ça peut vraiment aider le plus de personnes possible. En tout cas, j'espère qu'on se reverra bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quel thème ça sera, mais en tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la prochaine.